Laurent Roland Antoninquez, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Depuis, on vient la voir ce matin. Bon, ouais. Ça sent qu'il a bien dormi hier. Oui, j'ai bien dormi. Assez tôt. Pas assez tôt, mais j'ai bien dormi. Bien dormi quand même. Oui. D'accord. Merci à celle qui se reconnaît. On démarre Laurent Roland Antoninquez ce matin par le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui nous parle ce matin de 3 journalistes de Dabarou TV interpellés et mis sous convocation suite à un reportage sur la répression sur le non-port de casque. Oui, cette situation assez malheureuse qu'ont connue nos confrères hier à Parakou est à dénoncer avec la dernière rigueur. Je sais que le dire comme ça ce matin, certainement que les gens ne seront pas d'accord. D'ailleurs, ceux qui ont posé ce acte ne seront pas d'accord avec moi, mais je crois que ça ne doit pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. Un journaliste n'est pas un délinquant. Il faut qu'on précise ça aux gens. Un journaliste n'est pas un délinquant. On ne peut pas arrêter un journaliste comme un délinquant, comme un criminel. Alors, pour situer les faits, en tout cas pour ce que nous avons reçu, comme information, c'est que dans la lutte pour la répression contre les non-ports de casque, des gens auraient transporté un cadavre et donc les policiers les auraient interpellés et demandé qu'une fois de mettre aussi un casque sur la tête du cadavre. Et donc, dans leur travail, les journalistes de Dabarou ont fait un reportage sur l'affaire et ont dénoncé. Et ils ont été interpellés par ça parce que ce qu'ils ont dit n'était pas du goût de la police républicaine. Ils ont été interpellés. Et ils ont été interpellés. Il se trouve qu'ils sont allés au tribunal de Parakou, mais on dit, bon, le juge là-bas, il est incompétent, en tout cas, a déclaré son incompétent et a demandé qu'on les envoie à la Criette à Cotonou et que c'est la Criette qui doit connaître de l'issue du dossier. Mais contre toute attente, on constate qu'on les menotte comme s'ils étaient des délinquants, comme si c'était des criminels. Et c'est ça qui a alerté les journalistes hier. Ceux qui sont à Parakou automatiquement ont alerté. Je crois que Barnabas Orokouma, notre confrère, qui a d'ailleurs Dabarou TV et Dabarou, le quotidien précis, a alerté, je crois, Abou Katakou, notre aîné, qui automatiquement apporté relayé l'information dans un groupe de journalistes où on se situe, on est. Donc, je crois que c'est des choses à décourager. Un journaliste n'est pas un criminel. Il n'est pas un délinquant, il n'est pas un assassin, il n'est pas un meurtrier pour qu'on le menotte. Encore que ce qui est reproché justement à ces derniers ne relève pas du tout des faits qui pourraient justifier ce genre de traitement. Encore que on connaît de grands délinquants, de grands bandits, de grands voleurs de ce pays qui volent nos sous tous les jours mais qui ne sont pas menottés. Donc on ne peut pas continuer à traiter des journalistes comme ça. Et c'est ce que nous devons déplorer et décourager et dénoncer pour dire plus jamais ça au Bénin. Le journaliste qui donne son opinion sur une situation, si vous n'êtes pas d'accord, vous l'interpellez. Et d'ailleurs, c'est un journaliste, le gars est installé à Parakou depuis des années. Il a toute son entreprise là, donc vous l'interpellez, vous le mettez sous convocation. Mais pourquoi les menotter comme s'ils avaient tué quelqu'un? Je crois que c'est ça que Et on attend la réaction de l'UPMB, on attend la réaction du CNPA, on attend la réaction d'autres fêtiers des journalistes aujourd'hui pour rappeler à ces officiers de justice ou je sais quoi, de police, que le journaliste n'est pas un délinquant qu'on menotte comme on veut. Non, le journaliste, vous l'interpellez, vous pouvez le mettre sous convocation, vous-même vous le prenez dans la voiture, mais pour l'amener là, vous devez l'amener, mais pas le menotter devant tout le monde comme s'il a tué quelqu'un. C'est pas bien et c'est une mauvaise image pour nous. Encore qu'il y a quelques semaines, on disait que nous avons eu une bonne position, notamment concernant Reporters sans frontières. Et donc, si on doit reprendre avec ça, on risque de dégringoler et ce n'est pas bon. Il était important que cela soit dit tout à fait clairement. Tout à fait clairement, pour comprendre aussi, dire aux gens aussi qu'il ne sert à rien d'interpeller ou de chercher à intimider un journaliste pour ses opinions sur des sujets. Si, par exemple, parce que selon les informations même reçues, c'est que celui qui a porté l'information pour dire, voilà, ils étaient en train de transporter un cadavre et qu'on a demandé, ils ont exigé que le cadavre aussi porte un casque. La personne est encore vivante. Ben voilà, donc il suffit de l'interpeller. Et est prête, et est prête à témoigner. Donc, pourquoi alors les traiter comme si c'est de grands délinquants?
Puis je pense que, comme l'a dit René Takou, je pense il y a que la main qui ne travaille pas, qui ne commet pas des Oui, justement. Des erreurs de toute façon. Voilà, On est voilà. tous faillibles à un Donc, moment ou à un autre. nous faisons un travail à risque. À des moments Bien donnés, sûr, parce que- nous allons parfois sur des mauvaises pistes, malheureusement. Surtout parfois. quand on est en direct comme ça. Hein, parce Voilà, que donc c'est- parfois ça arrive et c'est pour ça que je dis toujours aux confrères aussi, nous-mêmes devons travailler suffisamment en portant de gants parfois quand des gens, puisque vous savez, là où nous allons vers 2026, je voudrais insister là-dessus, il y a que beaucoup de journalistes qui ne savent pas faire, les gens vont les amener sur les mauvaises pistes avec de fausses informations, ils viendront relayer, en parler, bavarder, on va les interpeller après et on dira voilà, les journalistes du Bénin sont corrompus, ils ne sont pas compétents, tout ça. Alors, Dieu seul sait combien de fois des gens m'ont appelé avec des dossiers, avec des noms à citer. Et je leur ai toujours dit, écoutez, mon rôle n'est pas d'aller prendre un dossier de quelqu'un pour aller salir quelqu'un sur un plateau. Mon rôle, c'est d'analyser les faits, de dire ce que je pense de telle situation. Et c'est pourquoi je dis souvent, quand je le dis, je regarde dans la caméra, que j'assume ce que je dis. Et ça n'engage que moi. Donc, que les journalistes aussi, nous puissions faire très attention. C'est vrai que Barnabas, dans leur cas, ils n'ont rien fait de grave pour qu'on puisse les traiter comme ça. Mais je voudrais interpeller aussi nos confrères pour leur dire, attention, nous acheminons vers une période assez sensible. Ne vous prêtez pas au jeu des politiques qui vont vouloir vous manipuler, vous utiliser contre des intérêts inavoués. Allez, Laurent Roland, Tony Kess, autre fait d'actualité, fait majeur, il faut le préciser. Alors, on en parlait hier en plateau, Oui. Sous forme de blague, vraisemblablement. Cela s'est confirmé lorsqu'on les attend. Enfin, moi, devrais-je dire, peut-être, enfin, c'est là où on ne les attend pas qu'on les retrouve. Oui, bien souvent. je crois que c'est pour la première fois qu'ils arrivent à battre Le Nigeria, quand même. Historique, Pas des Guépards, évidemment, historique victoire donc des Guépards sur les Super Eagles du Nigeria. Voilà. L'affiche du jour, on parle. Voilà. Quelqu'un a écrit, j'ai vu sur les réseaux, quelqu'un a écrit, est-ce que c'est parce que nous avons joué nos matchs à l'extérieur, dernier match à l'extérieur. Voilà. Donc, est-ce que c'est nos installations qui portaient la poisse ou pas? Bon. Quelqu'un allait plus loin, estimant qu'il était temps justement de fermer peut-être le stade, de le transformer, je ne sais plus trop en quoi, et d'en construire un autre à Calavi, par exemple. Est-ce qu'il y a des espaces à Calavi pour construire un stade? Ils ont tout bouffé déjà, ils ont tout vendu déjà. C'est vrai qu'il va falloir... Enfin, dans la commune d'Abouré-Calavi, en tout cas, il y en a. Non. Il y a de l'espace dans la commune d'Abouré-Calavi. Calavi-Centre, ce n'est pas évident. À Godomé, le chef de l'État l'a dit au cours de la tournée en 2020. Il cherchait un domaine pour faire un stade, un terrain, mais il n'y en a pas. Le seul qu'on a au bord de la voie à Ouédomila, ce n'est pas un. Donc, quand vous regardez, vous venez à Calavi, le gouvernement a été obligé d'exproprier des gens au niveau de Zundiala pour avoir le domaine pour le grand marché, pour avoir le domaine pour, comment vous appelez, le parc logistique du Grand Okou et qui est en construction également, dans le du marché également. Donc, il a fallu exproprier les gens. Vous imaginez, quand on doit encore faire un stade... il faut exproprier. C'est pas évident. Il faut exproprier des gens. Oui, dans la commune d'Abomey-Calavi, je pense qu'on en trouvera après. À Calavi-Centre, c'est clair que ce n'est pas évident. Mais dans si vous voulez faire le stade à Zinvier-Paron, d'accord, c'est possible. Voilà, tout ça, c'est Abomey-Calavi. Oui, bon, est-ce que... Dans l'espace, c'est pas ce qui manque. Bon, c'est vrai que là-bas, si on le fait, ça va viabiliser la zone. Pourquoi pas? Bon, attendons de voir si c'est possible de le faire. De toute façon, on revient sur la victoire. On revient sur la victoire. La victoire historique. Cette historique victoire, il faut le dire, de buts à 1. Des Guépards. Vivement que les prochains matchs soient enchaînés avec des victoires également. C'est tout ce qu'on souhaite. Je suis sûr que... Avez-vous suivi le match? Non, je n'ai pas suivi. Je suppose. Vous avez suivi ça? Vous vous rendez compte que, c'est comme on le disait hier, c'est au moment où il y a moins d'engouement, il y a moins de soutien, vraisemblablement que ces Guépards se dépassent peut-être. Oui, peut-être qu'il est temps, comme je le disais hier, finalement, qu'on les lâche. Non, il faut les lâcher. Les oublie. Il faut commencer par les oublier un peu, parce que quand vous vous concentrez sur eux, vous avez les mots. Peut-être que ça va être trop de pression aussi pour eux, finalement. Quand, je sais pas. Et quand il n'y a pas le soutien, justement, il y a un sursaut d'orgueil qui leur permet de se dépasser. Si ça peut les aider, alors. Si ça peut les aider, pourquoi pas? Moi, je pense sincèrement que oui. Ces Guépards, nous ont surpris hier. Et c'est une bonne... Agréablement. C'est une très belle surprise pour nous. Nous souhaitons que le prochain match soit aussi gagné de cette manière. Il y en a un prochain en mars face au Zimbabwe. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que cela nous fasse monter des ailes, pousser des ailes, pensant que nous pouvons, étant mammifères, un peu voler comme des oiseaux. Non, attention, parce que... On a fait un match nul contre le champion d'Afrique. On a battu le vice-champion.
Ben, on a une grande équipe. Gen- Théoriquement. Bon, Kenneth Roy a dit Théoriquement. qu'il travaillait pour la Coupe du Monde. Je crois qu'on Oui. l'a suffisamment attaqué, moi y compris, pour dire, mais vous n'avez pas été capable d'être qualifié pour la CAN et c'est la Coupe du Monde que vous visez. Apparemment, si avec les 2 victoires, il ne faut pas qu'on pense que c'est déjà fini et qu'on ne commence pas à avoir la grosse tête. Il faut que les gens reviennent sur terre, travaillent sérieusement et nous fassent, en tout cas, nous surprennent véritablement et qu'on se dise, oui, ils l'ont dit, ils l'ont fait. C'est ce qu'on souhaite. Parce que ce sont nos sous. Chaque fois quand ils prennent le vol, ils vont là-bas, on les bat. Ou bien ils font match nul, ils reviennent. Rassurez-vous, ça fait mal. Bien sûr. Parce que c'est nos sous. Hein. Mais quand ils amènent une victoire, tout au moins, on est content. Pour poursuivre avec ce sujet, justement, au-delà de tout, comment est-ce qu'on peut analyser justement ces 2 victoires? Alors, des matchs nuls hein, depuis que Kenneth Roy est en place, Laurent Roland-Anthony Kess, le stade Général Mathieu Kérékou est déclassé. Et juste après cela, donc, je pense que ces 2 derniers matchs ont été joués en Côte d'Ivoire. Oui. On a 2 victoires. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, ok, le Bénin n'a pas joué à domicile, est-ce qu'il n'y a pas matière à se dire que finalement, il y a un travail quand même qui est en train d'être fait au niveau de cette équipe? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il s'agissait plus de continuer à faire confiance à des joueurs qui n'ont plus de compétition dans les jambes, en voulant forcer à tout prix, dire que c'est ceux qui viennent de loin, qui sont de grands joueurs. Nous avons des valeurs dans le championnat national, quoique ce championnat a quelques difficultés, quelques insuffisances, j'allais dire, mais il faut avouer que nous avons des valeurs. Et les quelques valeurs qui ont été détectées, qui sont mises dans l'équipe nationale aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, on doit pouvoir se réjouir de cela et dire oui, l'entraîneur a brisé la malédiction des matchs nuls parce que Dussuyer est arrivé ici, c'est sur la base des matchs nuls que nous avons été qualifiés pour une CAN. Après, on faisait tout pour avoir match nul 1-1 ou 0-0. Et après, on avait calculatrice en main. Maintenant, là, on n'a pas calculatrice en main. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de calculatrice en main. On est bien positionné. Et donc, oui, il va falloir maintenir la dynamique là en faisant confiance aux jeunes joueurs du championnat local, mais en même temps détecter quelques valeurs qui sont hors du Bénin, notamment le Jodel, même s'il n'est plus le TGV qu'on connaissait il y a 2 ans, 3 ans, au moins grâce à lui, on a pu marquer le but face, comment vous appelez, le but de Dodo Doku, là, c'est lui qui a joué le corner. Donc, il y a quelques valeurs qu'on peut détecter. Il y a Steve Mounier qui est imperturbable toujours. Ils sont quelques têtes là dans l'équipe aujourd'hui qu'il faut continuer à entretenir, mais en les mettant avec les joueurs locaux et pour que une symbiose puisse s'observer au sein de l'équipe nationale pour continuer à gagner. C'est très important. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évolue, il va falloir, et j'insiste sur le fait, Jodel Dessous ne peut plus jouer 5 ans pour moi, en tout cas, de ma position en analysant ce que je vois là. Il faut commencer par préparer d'autres jeunes. Préparer d'autres jeunes la relève. Quand on voit les prouesses du championnat national, les enfants au niveau du championnat national, quand on regarde aussi... Le championnat scolaire, c'est ça? Le championnat scolaire, pardon. Ceux qui sont allés faire à l'essai, la dernière fois, il y a les U17, je ne sais pas, qui étaient allés du côté de l'Ouganda ou du Kenya également. Donc, vous voyez dans ces équipes, vous voyez les buts que ces enfants arrivent à marquer, c'est des valeurs, c'est des individualités qu'il faut maintenant travailler à mettre ensemble. Si comment vous appelez comment vous appelez le gars, le joueur sénégalais là, Sadio Mané et consorts ont pu évoluer avec l'Idrissa Gana Gueye. C'est des jeunes qui ont été ensemble dans la génération foot ou Diambas au Sénégal. Et donc on a pu voir comment ils ont grandi ensemble, ils ont évolué ensemble avant d'aller en Europe. Et vous allez, je l'ai rappelé la dernière fois, c'est pareil au Cameroun, c'est pareil en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays également. Donc, il faut travailler maintenant à cela. Ceux que nous avons au plan international sont en train de finir progressivement leur carrière. Travaillons à susciter de nouveaux jeunes, en tout cas à encadrer de nouveaux jeunes, qui vont montrer une équipe soudée et après, qui seront détectés au plan international et ça va beaucoup plus soigner l'image. On a pu voir à quoi
de quoi était capable Cesseignon, notamment au Paris Saint-Germain. Et après lui, on annonce qu'un autre sera en tout cas aligné pour les Champions League la saison prochaine. C'est une bonne image pour le Bénin. Mais il va falloir travailler qu'on ait encore 3 autres Cesseignon, pourquoi pas Mauritala Goubi, même s'il n'a pas été dans les grands clubs en Europe, au moins au plan africain, il a tout gagné. Donc, on a besoin de ces joueurs-là, des joueurs de cette trempe-là, mais il faut alors passer par le travail, le sérieux dans le travail. Rendez-vous en tout cas en mars prochain. Enfin, je n'ai pas la date exacte en tête. Le Bénin joue contre le Zimbabwe pour la suite donc, de ces éliminatoires. Wait and see. Allez, Laurent Roland-Tonekes, à la une de Matin Libre, un autre fait d'actualité. Blocage du pétrole nigérien à Semekpoji, on en parle encore ce matin. Le deuxième navire finalement déconnecté du terminal sans une goutte de brut. Un troisième arrive dans l'incertitude. Je crois que, comme je l'ai dit hier, ce sujet, nous en avons suffisamment parlé. Les autorités nigériennes et béninoises ont la balle dans leur camp. La Chine doit pouvoir jouer la médiation dans cette affaire pour que nous ne connaissions pas les dérives de l'escalade, puisque nous sommes en plein dans l'escalade là, et ce n'est pas bon pour les deux peuples. Je pense qu'on a pratiquement tout dit sur ce sujet. Et malheureusement, ce que nous avions dit dès le début, c'est les mêmes choses qui se produisent au fur et à mesure qu'on évolue. Alors, faut-il le rappeler pour être toujours traité d'antipatriote? Faut-il le rappeler pour être traité de vendu ou d'opposant? Je n'en sais rien. Je pense que les gens, s'ils se retournent sur nos premières émissions sur ce sujet, ils comprendront que nous avions prévenu. Donc je crois que c'est à eux de décider maintenant, enfin, de tenir compte de ce qu'ils ne sont pas président du Bénin et président du Niger pour eux, mais ils sont là pour les populations. Pour les populations. Alors, une bonne nouvelle quand même, au détour de tout ceci, le matinal nous informe que Yayi et Soglo veulent jouer leur partition. Résolution donc de la crise entre le Bénin et le Niger, Yayi et Soglo veulent jouer leur partition. Le problème dans cette crise, c'est que est-ce que le président Patrice Talon va vouloir que Boni Yayi soit dans une situation de médiation pour régler ce problème? Il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. N'oubliez pas que l'État est garant justement de cet intérêt. N'oubliez pas que nous, au-delà de l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, il y a les calculs politiques. Et rien que pour les calculs politiques, ceux qui sont là ne voudront certainement pas. Peut-être ils auront. Là, vous prêtez une mauvaise foi. C'est pas mauvaise foi. En place. C'est pas une mauvaise foi. Vous ne savez pas peut-être ce qui a été déjà dit dans les coulisses pour que ce soit Boni Yayi ou quelqu'un qui soit médiateur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé par la suite. Donc, pour vous dire, il y a les calculs politiques qui font que ce n'est pas évident que les gens acceptent que Boni Yayi soit médiateur dans cette crise. Alors que, malheureusement, c'est que le Premier ministre actuellement, l'actuel Premier ministre du Niger était ministre comment vous appelez, Tandja. Et à l'époque, il avait de très bonnes relations avec Boni Yayi. Il a même de bonnes relations avec Boni Yayi jusqu'à aujourd'hui. Donc, un Boni Yayi se déplacer pour aller parler dans cette crise, ça peut éventuellement régler les choses. Et quand on prend Nicéphore Soglo également, son intervention dans cette crise peut apporter quelque chose. Seulement que est-ce que les calculs politiques ou calculs politiciens vont permettre aux gens de se mettre au-dessus pour comprendre que, bon, à un moment donné, il faut peut-être permettre à l'autre d'être médiateur. C'est de ça que je parle. Maintenant, est-ce que Boni Yayi et Nicéphore Soglo peut-être ont besoin d'avoir l'autorisation de Patrice Talon avant d'aller au Niger pour aller intervenir? Je ne sais pas. De toute façon, s'il pense qu'il peut faire quelque chose, le problème, c'est que c'est le discours politique dans notre pays. Il suffit seulement que Boni Yayi et Nicéphore Soglo aillent voir Tiani pour régler la crise et qu'on trouve une porte de sortie. Vous allez voir, dès le lendemain, les gens... Récupération politique. Pas récupération politique. Vous allez voir, dès le lendemain, les gens vont les attaquer pour dire que c'est eux qui étaient à la source du problème. Et que maintenant, comme ils sont bloqués, ils ont été obligés. La preuve, vous avez vu, un des journaux a écrit ce matin que c'est un ennemi qui a écrit ça. J'ai eu du mal à lire ça ce matin. Ça m'a donné véritablement de la peine. Parce qu'on a mis l'image de Adjavon à côté de l'image de Tiani disant que Niamey serait devenu le QG de l'opposition béninoise et que
ils sont là-bas à tirer les ficelles. Ça dérange. Donc, vous imaginez un Boni Yayi aller au Niger pour, même si on ne lui donne pas l'autorisation sur le hockey ici, et qu'il va là-bas régler, on va le traiter de tous les noms. Il y a ces problèmes que nous avons. Nous avons des problèmes de suspicion à la limite parfois. Nous avons des problèmes de calcul. On calcule si ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. Ça ne peut pas être lui. Si c'est lui, automatiquement, il faut trouver les moyens pour le dénigrer ou le calomnier ou le traiter de tous les noms. Et ça fait que nous sommes dans les problèmes tout le temps. Nous sommes dans les problèmes tout le temps. Il va falloir réfléchir et se mettre au-dessus de la mêlée. Et je le rappelle que le général Tiani et le président Patrice Talon se rappellent sincèrement qu'ils ne sont pas là pour eux, ils sont là pour les populations. Et c'est les populations, ici, les populations ont voté pour Patrice Talon. De l'autre côté, quand il a fait le coup, on a vu les populations applaudir parce qu'il y avait un certain nombre de situations dans le pays. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour dire, dès lors que je suis là pour les populations, je dois poser des actes dans l'intérêt des populations. Autrement, c'est le même peuple qui vous a, comment vous appelez, qui vous célèbre, qui vous dit, qui demande à vous crucifier. N'oubliez pas l'histoire de Jésus-Christ, les mêmes populations qui ont dit Hosanna, Alléluia, les mêmes sont allés dire encore crucifiez-le, crucifiez-le. Donc, malheureusement, si les populations, les deux gouvernants des deux côtés doivent comprendre que les mêmes populations qui les soutiennent seront les mêmes à les désavouer quand ils seront en difficulté. En tout cas, dans ce sujet, on a pu voir aussi un certain Nigérien justement s'insurger contre la position adoptée par la junte au pouvoir. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, oui, il y en a qui sont d'accord par rapport aux décisions prises par les gouverneurs, puis il y en a d'autres qui sont totalement en désaccord avec tout ça. Voilà. Personne ne fait l'unanimité, c'est ça. Jésus n'a jamais fait l'unanimité, d'accord? Là où il est, je vous ai dit, c'est les mêmes personnes qui ont dit Hosanna, Hosanna, Alléluia. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Donc, et c'est en cela que les deux dirigeants doivent faire attention. C'est en cela peut-être que l'invite de Dynamisme Info ce matin vient plutôt bien à propos. Relation Bénin-Niger, changer de stratégie. Alors, face à l'intransigeance de la junte pour le cas béninois et après, changer de stratégie aussi du côté du Niger, en tout cas pour arriver à une accalmie de la tension entre les deux pays. Laurent Roland-Tonniquès, je ne sais pas si vous avez suivi la dernière sortie du président je pense que c'est RLC, si je ne m'abuse, Irénée Agossa. Non, j'ai pu lire quelques... Dynamisme Info écrit ce matin récrimination de Boni Yayi contre le code électoral. De quoi se mêle Irénée Agossa. Irénée Agossa, qui au détour de sa dernière sortie, si je ne m'abuse, sur une chaîne sœur de la place, a estimé notamment que les propos de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, par rapport au code électoral, n'étaient pas, on va dire, des plus attendus que ce qui est en place actuellement par rapport au code électoral, en tout cas, permet justement l'installation de grands ensembles et que n'eût été ce code, justement, peut-être que même le Parti des démocrates n'existerait pas et qu'il a l'impression, finalement, que le désir du Parti des démocrates, notamment donc de Thomas Boni Yayi et des siens, c'est de faire un retour en arrière, revenir à une situation de désordre carrément au niveau de la classe politique. Et donc, oui, en termes de gestion, il est revenu sur tout ce qui n'a pas marché sous le régime de la rupture. Quand on sait qu'il a été conseillé, quand même du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État. Je crois que la presse doit éviter de relayer les propos de certains acteurs politiques parce que pour moi, il y en a qui, pour moi, jouent leur survie politique et leur survie personnelle et donc sont capables et prêts à tout. Quand je prends le parcours de Irénée Agossa, voilà quelqu'un qui a créé un parti qui n'a jamais réussi à se faire les chefs quartier, mais il a pris ce parti autrefois le nationalisme pour faire un peu de chantage à la limite parfois et pour parfois bénéficier des grâces de Boni Yayi. On a pu voir tous ici ce qu'il est devenu, ce qu'il était d'abord sous le général Mathieu Kérékou. Qui a rassemblé, passé tout son temps à dire qu'il rassemble les jeunes. C'était un membre fondateur de l'UBF. Voilà, donc oui, avec la clique qu'on connaît là, je ne vais pas les citer.
pour leur faire plaisir ce matin. Donc, on le connaît, René Agossa, on le connaît, on connaît son parcours. Il a été capable de quoi politiquement dans ce pays? Ancien conseiller à la HAC. Non, oui, mais on sait comment ça, être conseiller à la HAC, comment ça arrive. Donc, ce n'est pas un trophée de guerre. Et ce n'est pas pour autant souvent. Ancien directeur de la SONACO. Ce n'est pas souvent aussi un mérite. Parfois, être conseiller nommé par un gouvernement ou l'Assemblée nationale, ce n'est pas un mérite. Parfois, c'est le calcul politique. Donc, c'est un mérite. Politiquement, c'est mérité. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Oui. Non, si on doit regarder pour mettre les trucs sur la table et négocier, discuter, mon frère. On peut comprendre certaines réalités. Hein. Bon, là, là n'est pas le problème. Nous faisons juste des jeux de mots. Voilà. Mais on sait très bien comment est-ce qu'il a fait des pieds et des mains dans ce pays pour être finalement à la SONACOP. Hein. On a pu voir ce qui s'est passé. Bon, voilà ce monsieur qui, aux premières heures de Patrice Talon, critique Patrice Talon, devient opposant. On a pu voir ce qu'il est devenu. Subitement, on le voit dans le parti des démocrates. Oui. Quelque temps après, on le voit parce qu'il a voulu faire ce chose, il a été sanctionné. Subitement, il devient candidat à la présidentielle. Pendant que ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, là et qui étaient toujours au pouvoir, disaient que les candidatures doivent venir des partis politiques. Vous vous rappelez cette chanson avec le code électoral, avec la révision opérée pour dire désormais. Mais ce monsieur n'avait aucune formation politique régulièrement enregistrée, qui est allé aux élections et qui a réussi à avoir les parrainages, que moi j'appelle une opposition suscitée, commanditée. Il peut ne pas être d'accord avec moi. Après, il nous a dit qu'il est opposant de principe, vous vous rappelez, parce qu'après les élections, d'ailleurs, même, on ne sait même pas comment il s'est entendu avec son colistier, Corentin Koroué, et les deux, subitement, sont devenus candidats. Après les élections, chacun a pris son chemin. La preuve aujourd'hui, il est de l'UP, le Renouveau, et son colistier est Bloc républicain. Donc, ce monsieur-là, il veut nous dire quoi? Quel modèle politique est-il pour nous parler aujourd'hui? Je ne dis pas que Boni Yayi a raison. Boni Yayi, c'est un acteur politique. Il a son discours, sa voix, en tout cas, son mot à dire dans la gestion de la cité. Et donc, il y a des gens qui doivent pouvoir faire l'effort de prendre recul, d'éviter de se prononcer sur tous les sujets, parce qu'ils ne sont pas les mieux placés pour parler de ces sujets. Parce que quand on regarde son parcours, il est allé maintenant, après les élections, il a régulièrement constitué le parti, il a fait son congrès sans son colistier. Et on voit après, quelques temps après, on le retrouve 2 pieds joints dans l'Union progressiste de renouveau, peut-être parce que de l'autre côté, le robinet a été fermé peut-être à un moment donné, donc la contrainte était de se ranger du côté de la mouvance présidentielle pour profiter ou bien espérer être à l'abri de certaines situations. Peut-être ça. Donc maintenant, lui, quand vous faites des trucs comme ça, vous avez des enfants qui regardent la télé, qui vous suivent. Vous avez la jeune génération qui vous suit. Ce n'est pas des modèles de... Vous pensez que... Enfin, ça ne suit pas une certaine logique. Non, mais il y a des gens qui... Ça manque de logique, en fait. D'abord, son parcours manque de logique, et de cohérence politique. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, justement? Je parlais d'acteurs politiques béninois. Non, mais je vous ai parcours... je vous ai toujours dit qu'au 229, de la logique. Je vous ai toujours dit au 229 chez nous, sous les tropiques, les gens ne sont pas en politique par conviction, ils n'y sont pas intérêt. Ils jouent leur survie. Eux tous, toutes catégories confondues, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Eux tous, à tous les niveaux, ils jouent leur survie politique et leur survie pas familiale, à la limite. Donc, souffrez que je dise des choses comme ça. Donc, c'est surprenant que c'est lui qui en arrive à parler. Quand on a voté le code électoral, j'ai vu comment il a parlé, comment il a pris la parole, comment il a voulu encenser et dire que c'est le meilleur, c'est le bon code de toute façon. D'ailleurs, même si lui, René Agossa, si on le met candidat tête de liste dans une circonscription électorale au Bénin aujourd'hui, tête de liste, je dis bien, est-ce qu'il est sûr que cette formation-là peut avoir les 20% de cette circonscription électorale? Commençons par là déjà. Il a prouvé, déjà dit tout à l'heure, il n'a jamais réussi à être même chef quartier avec son parti nationaliste autrefois. Donc si on le met tête de liste, par exemple, même UP le renouveau, dans une circonscription électorale aujourd'hui, est-ce que lui, René Agossa, est en mesure d'aider ce parti à avoir les 20% de cette circonscription électorale? Posons-nous les vraies questions. C'est une gageure, justement. On passe alors des 10% à désormais 20% par circonscription électorale. Et si vous permettez, c'est un défi. C'est un défi pour toutes les formations politiques. C'est un défi pour toutes les formations politiques, Laurent Roland-Toninquès. C'est un défi que je lance à René Agossa ce matin. Si il est vraiment politique et qu'il est bien
politiquement assis, qu'il dise à sa formation politique dans laquelle il a sauté de pieds joints, de le positionner tête de liste dans une circonscription électorale et qu'il arrive à avoir les 20%. C'est vrai que ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui décide, Laurent Roland Tonniquez, et vous le savez mieux que moi. Merci à vous. Encore que pour la dernière élection, il n'y en a pas mieux. Quand on a vu qu'il voulait être tête de liste dans la 6e circonscription, il y en a pas mieux qui voulait être tête de liste dans la 6e circonscription électorale et les autres n'ont pas voulu. On a vu la suite. Oui. Vous savez, enfin, je me rappelle là de certains des propos tenus par l'ancien conseiller donc, de la HAC qui estime notamment que oui, le Parti des démocrates, par exemple, estime que le code électoral n'est pas forcément celui qui est attendu, qu'il est chrysogène et autres, mais ce système partisan qu'il est à revoir, mais en même temps, l'aide publique aux partis politiques, le parti en bénéficie. Non, la loi dit... Le parti en bénéficie. La loi dit... Autant tout remettre en cause. Et remettre en cause jusqu'à ce niveau. Non, la loi dit...